parler de la gestion de portefeuille performante et de Kanban stratégique. Donc, le clone de Daniel Vacancy, avec les lunettes, c'est Nicolas. Moi, c'est Frédéric Paquette. Donc, on va vous parler principalement en trois volets. Comment on faisait de la gestion de portefeuille traditionnellement, comment on est en train d'implanter ça aujourd'hui avec un retour d'expérience au niveau de Revenu Québec. Donc, 12 000 personnes environ, 1200 personnes en TI. C'est principalement ça. Et les différents défis qu'on va avoir à surmonter rapidement, tant au niveau de la fonction publique que des grandes organisations. Donc, pour parler de ça, il faut revenir à la création. Donc, on revient à la création, bien sûr, d'un projet. Comment ça se part un projet? C'est souvent un récit épique, pas nécessairement dans le terme agile, mais dans certaines organisations, on va écrire une opportunité, on va essayer de la prioriser, on va faire un dossier d'affaires. Après ça, il va falloir réussir à passer toutes les stage gates d'approbation pour pouvoir avoir notre projet qui va démarrer. On a l'argent, super, on crée des équipes maintenant, des fois avec des internes, des externes. Qui dit externe dit on s'en va en appel d'offres, on crée nos contrats, on en ramasse tout le monde, on bootstrap tout ça, puis on espère que rapidement les niveaux de maturité vont bien aller, puis on va avoir des équipes performantes. Jusque-là, ça va? Et on va essayer de faire notre fameux Iron Triangle, donc la portée, même si on sait que ça va changer dans un projet agile, il faut quand même avoir une idée de ce qu'on essaie de faire avec ce projet-là, le budget, puis la planification. Donc, on a notre Iron Triangle, c'est cool. Mais rapidement, le projet part, et qu'est-ce que la gouvernance demande? Une reddition de compte, avec des indicateurs. Donc, nos amis du PMI ont sorti beaucoup d'indicateurs, tout principalement basés en fonction du baseline, donc la planification initiale. La planification initiale, notre budget à l'achèvement, la valeur acquise, pour ceux qui connaissent, qui est probablement le pire nom d'un indicateur, parce que souvent, ça ne parle pas nécessairement de valeur, et toutes les variances par rapport à notre fameuse planification. Ça va être traditionnellement les indicateurs qu'on va utiliser. Arrivent les indicateurs au niveau des projets agiles, donc on parle de vélocité en fonction des équipes, on parle des parking graphs si on a découpé nos choses, du sunset qui va dire, avec le nombre de sprints qu'on a, est-ce qu'on va réussir à peu près à rentrer dans les temps et livrer quelque chose qui fait du sens. Arrivent certains projets qui peuvent venir à l'organisation. Je m'explique. On a commencé, il y a environ 3 ans, la transformation en travaillant beaucoup sur les équipes. Donc, on a fait du Scrum, on a fait du Kanban avec les équipes. Certains sont devenus assez performants dans leur savoir-faire, ont compris comment fonctionner. Le seul problème, c'est qu'ils ne sont pas seuls. Donc, une équipe qui est très performante en agile peut arriver dans un contexte comme ça et créer quelque chose qui ressemble à ça. Pourquoi? Les contributeurs horizontaux sont un peu mêlés. Les banques reçoivent des trucs à la dernière minute parce que les projets changent et c'est le chaos. Donc, rapidement, on a compris qu'il fallait se trouver des stratégies pour pouvoir fonctionner au niveau de la gestion de portefeuille. Et là, quand on cherche des stratégies pour pouvoir mieux s'organiser, souvent, les vérificateurs généraux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Donc, la meilleure stratégie pour s'organiser, c'est mieux planifier. Donc, ça semble simple, mais c'est cool. Nos PCO, chargés de projet, vont se lever les manches et ils vont se mettre à bien planifier. Ils vont tous faire leur Gantt, puis là, quelqu'un, quelque part, va peser sur un piton magique. Puis, qu'est-ce qu'on va avoir? Un super Gantt parfait, donc le master plan, avec tous nos projets parfaitement alignés. Et voilà. Et c'est à ce moment précis de la présentation que Nicolas et moi, on pense qu'on part de la création d'un projet et on arrive à la science-fiction au niveau du portefeuille. Pourquoi? Parce qu'il suffit juste qu'un petit papillon arrive, quelqu'un peut avoir la ressource qu'on avait planifiée, qui est essentielle à tous les projets, parce que c'est la seule qui a accès à faire quelque chose, personne ne sait pourquoi, lui, cette personne-là est décalée, puis là, ça vient tout fucker les chemins critiques de tous les projets. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se relève les mains et on replanifie mieux tous ensemble. Le problème de ça, c'est que ça nous prend une armée. Ça coûte très cher. J'ai vu des fois, je faisais partie d'un de ceux-là qui part, et on était 45 pour planifier, coordonner des gens qui ont environ 200 personnes.
Donc, c'est quasiment 35 à 40% du staff pour planifier, ce qui n'a pas vraiment super de valeur. Et au niveau du portfolio, ben, si on regarde l'ensemble des écarts avec les indicateurs, c'est sûr que c'est intéressant. On a des dashboards qui ressemblent à ça, mais honnêtement, quand tu parles avec le top management, tu leur dis comment ça va votre portefeuille? Ça va-tu bien au projet? Ils n'en ont aucune idée. Ils entendent des bruits de corridor, ils regardent leurs indicateurs verts, mais ils ont un doute. Un autre problème, c'est aussi le temps, tantôt je pense qu'Étienne en parlait un peu, le temps que le processus de démarrage, donc quand on a parlé du récit épique, on part un projet, plus le processus de démarrage de projet-là est long, ben c'est sûr que plus que le projet va être dur à arrêter. Les affaires ont tellement mis d'efforts à partir le projet qu'une fois qu'il est parti, on veut en avoir pour notre argent. Puis qu'est-ce que ça fait? On se ramasse avec un paquet de features qui ne servent à rien, qu'on aurait pu mieux prioriser, mais les features ne servent pas à grand-chose, mais c'est des features qu'on développe, qu'on doit documenter, qu'on doit maintenir jusqu'à leur mort. Et souvent, tuer un projet ou une feature, c'est beaucoup plus long qu'en partir une, parce que ça n'a pas de valeur. Donc ça, c'était hier. Maintenant, mon partner. C'est comme déprimant ton affaire. OK, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Frédéric l'a dit tout à l'heure, on est arrivé à Revenu Québec, ça fait 4 ans qu'on est là, puis on a travaillé beaucoup avec la méthode Kanban. Mais on a travaillé au niveau des équipes. On a formé entre 600 et 700 personnes chez Revenu Québec pour utiliser Kanban, principalement basé sur ce qu'on retrouve chez Lean Kanban. Donc, des gens comme David Anderson. On a appris aussi beaucoup de M. Vacanti qu'on a vu ce midi. Donc, on appliquait les pratiques qui sont dans le guide de Lean Kanban que vous voyez là, les 6 pratiques. Donc, il s'est mis à pousser un peu partout dans l'organisation des super beaux tableaux Kanban. C'est magnifique. On s'est structuré sur une démarche en 3 étapes pour bien implanter, bien accompagner les gens pour utiliser ces principes-là. Puis on s'est retourné vers le portfolio de projets, le portefeuille de projets de Revenu Québec, puis on s'est dit, pourquoi on n'essaierait pas de scaler up, parce que c'était à la mode, on scale tout, on scale l'agile, on scale, c'est super cool en ces temps-ci. Fait que on s'est dit, nous aussi, on va scaler. On va essayer de scaler notre Kanban jusqu'à notre portefeuille. Pour ceux qui connaissent Klaus Leopold, il préconise un modèle qui s'appelle les Flight Levels. Puis son 3e niveau, c'est le niveau de portefeuille stratégique. Donc on s'est dit, essayons ça. Donc on a commencé par révéler le système. Donc la première pratique qu'on utilise, c'est visualiser. On commence avec ce qu'on fait actuellement. Donc on veut voir le système, donc le portefeuille, tel qu'il est. Donc, on veut le voir tel qu'il est, on ne le change pas, on n'est pas en mode optimisation de processus, parce qu'on, je ne sais pas, mais on se fait un Kaizen de 5 jours, puis on trouve les meilleures optimisations possibles. Ce n'est pas l'intention. On veut le voir tel qu'il est. Parce que, ben, souvent, dans les cultures organisationnelles, comme entre autres à Revenu Québec, la transparence, c'est pas toujours très transparent, c'est un peu opaque. Donc, ce qu'on veut, c'est rendre ça visible. On veut que les gens se l'approprient. Mais ce qui arrive souvent, c'est que ça fait mal, parce qu'on rend visible des choses que... On disait tantôt, d'habitude, c'était tout vert partout, et maintenant, il y a du rouge, il y a du jaune, il y a des trucs en collision, des choses qui n'étaient pas supposées d'être là, et des trucs qui sont beaucoup plus gros qu'on pensait. Donc, ça peut être très difficile. Fait que juste cette étape-là est très délicate à faire. Puis, ça donne des trucs comme ça. Là, vous regardez en ce moment quelque part entre 100 et 200 millions de dollars. C'est portefeuille de projet de Revenu Québec. Ce que vous voyez dans le tableau-là, les cartons, c'est des projets. On voit où est-ce qu'ils sont. Il y en a qui sont en dossier d'affaires, il y en a qui sont en réalisation, il y en a qui sont en préparation. Puis on peut voir qu'est-ce qui est bloqué, qu'est-ce qui avance, c'est quoi l'ampleur, comment ça va. Puis à partir de là, on a une vue d'ensemble, puis on peut se rallier autour de ça. C'est 16 pieds par 8 pieds, ce truc-là. Fait que quand tu es devant ça, c'est dur de se cacher devant l'évidence. Fait qu'on peut parler des vraies choses. Puis c'est simple, pas besoin de 8 comités directeurs, on réunit les bonnes personnes, on s'en va devant ça, puis on parle des vraies choses. Et ce que c'est ça, j'ai dit, on le voit dans l'ensemble. Donc on utilise du systems thinking. On ne regarde pas projet par projet ou morceau par morceau, on veut le voir dans son ensemble, OK? Parce que si on va faire une vraie optimisation sur l'ensemble de là, ben, il faut le voir dans son ensemble. Hein? Un système, c'est pas la somme de ses parties, c'est le fruit des interactions. Donc, si on veut voir les interactions, puis agir là-dessus et donc en obtenir des bénéfices réels, ben, il faut regarder les choses dans son ensemble.
Donc, on a une approche de Systems Thinking. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On limite le WIP, Work in Progress. Donc, on va essayer de limiter ce qui est en cours pour essayer de contrôler un peu ce qui se passe. Donc, si on regarde à gauche, notre autoroute, on a une stratégie de maximiser la productivité, maximiser les capacités de cette autoroute-là. Donc, chaque pouce d'asphalte est couvert, est utilisé. Yes, ça va super bien. Mais non, il n'y a personne qui avance. Ce qu'on veut, c'est aller à droite. On veut que ce qui passe sur notre autoroute passe à 100 000 à l'heure, qu'il n'y ait pas de collision, que ça soit efficace et bien plus efficace que juste maximiser. Fait que si votre stratégie chez vous, là, c'est d'avoir des gens occupés le plus possible, vous êtes à gauche. Essayez d'avoir des clients les plus heureux possibles et aller vers la droite. Essayez d'avoir une organisation en réponse collective. Comment on fait ça? On met du pull. On commence à travailler en flux tiré. C'est une super image technique de faire du pull ou tirer sur la queue d'un lion. Essayez pas ça à la maison, s'il vous plaît. Donc, on va essayer de mettre en place du flux tiré. Qu'est-ce que c'est du flux tiré? Quand on se met à limiter le travail en cours, ben, on ne peut pas entrer des choses tant qu'on n'a pas terminé des trucs. Donc, ce que ça fait, c'est que ça nous force à terminer des choses, réduire nos engagements et focuser pour livrer de la valeur à nos clients le plus rapidement possible. Ça, c'est du pull. Ensuite, on va travailler sur la gestion de notre flow. On veut créer du flow. Si vous voulez savoir c'est quoi du flow, imaginez-vous une belle rivière. Hein? Une rivière, ça n'arrête pas 15 minutes parce qu'il y a une roche dans le chemin et puis ça repart plus tard. Hein? C'est flow continu, ça travers des obstacles, il n'y a rien qui l'arrête. On veut la même chose quand on regarde notre portefeuille. Nos projets ou nos trucs qu'on fait passer dans notre portefeuille doivent passer à vitesse constante. Donc, on doit éliminer les obstacles, on doit éliminer les ralentissements. Ça doit être très, très fluide. Puis, on suit notre flow à travers des trucs comme des métriques de flow, hein, le temps de cycle, le work in progress, puis le débit. La petite formule que vous voyez là, c'est la loi de l'étole qui met en commun ces trois métriques de flow-là. Donc, on essaie d'avoir des nouvelles façons de piloter notre système. Puis, ensuite, on va mettre en place une cadence. Hein. Une cadence, ça va créer de l'alignement, de la synchronisation. Et puis, on va pouvoir faire des lotissements. Une cadence, c'est quoi? C'est on va s'engager sur une courte période de temps. Donc, on va faire des projets de 10 semaines. On va essayer de livrer des choses en 10 semaines. Ça va faire quoi? Ça va prendre des éléments, puis ça va les faire en petites choses qu'on va faire passer rapidement. Ensuite, on va regarder nos règles. On va s'assurer qu'on les comprend bien, on les partage, puis on les applique. On va mettre en place nos boucles de rétroaction pour obtenir du feedback. On en a parlé un peu plus tôt. On va avoir du feedback au fur et à mesure de ce qu'on fait, puis réajuster notre plan. Donc, on va avoir du feedback pour... Lorsqu'on va se synchroniser, lorsqu'on va réapprovisionner notre système, on va le faire en fonction de ce qu'on a eu comme feedback. Et la chose peut-être la plus importante, on va s'améliorer en continu. Un portefeuille, ça a une grande portée, un grand impact. Donc, si j'améliore quelque chose à l'intérieur de mon portefeuille, je vais avoir un gros impact sur mon organisation. Au lieu de faire des optimisations locales, je vais faire une optimisation globale, ce que j'ai à faire. Ça coûte cher, mais ça vaut la peine. Yes! Il y a encore certains défis, par contre. Que ce soit au niveau gouvernemental ou dans la grande organisation, comment que vos hautes instances, que ce soit votre conseil d'administration, dans le conseil du Trésor au niveau du gouvernement, vont mesurer le succès des initiatives. C'est sûr que s'ils prennent tous les projets individuellement, puis c'est comme ça qu'on mesure le succès, il y a certaines personnes qui vont mal paraître parce que quand on regarde l'ensemble, on va parfois faire des choix. C'est normal. Il y a encore une peur intense des vérificateurs généraux et des médias qui paralyse tout ce qui s'appelle décision dans la fonction publique, sûrement dans de la grande organisation aussi. Il y a aussi notre structure qu'il va falloir qu'il change. Donc, il faut l'alléger. On veut décentraliser, comme Nicolas parlait, les décisions. Donc, il faut forcément un peu alléger notre structure. Il faut briser nos silos fonctionnels le plus possible. Rendre les frontières entre les rôles, les responsabilités un peu plus floues. Agile a amené ça. DevOps continue dans ce sens-là. Je pense qu'il ne faut pas arrêter. Passer d'une vision peut-être projet-centrique, donc ce qui est le plus important dans mon organisation, c'est mes projets, à une vision plus utilisateur ou client-centrique. Donc, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour vrai, ces fameux utilisateurs-là? Puis comprendre que certaines personnes vont peut-être disparaître et réapparaître dans un nouveau rôle, forcément. Il y a aussi, comme on parlait, mesurer les impacts et les résultats à un niveau portefeuille, ça prend du temps. C'est plus difficile parce que si on change quelque chose localement, exemple, la façon dont on écrit nos dossiers d'affaires ou la façon dont on fait nos appels d'offres, qu'est-ce que ça va avoir sur l'impact sur le système au complet? Ça peut prendre parfois des années avant de le calculer. Donc, ça reste un défi. Aussi, mettre davantage de focus sur la valeur, les résultats.
que le suivi du plan, donc nos fameux indicateurs qu'on parlait en entrée de jeu. Utiliser les métriques de flow que Nicolas vous parlait. Puis la valeur pour guider vos décisions. Donc, c'est bien de garder une idée des story points que vous avez, du temps, du budget, mais aussi la valeur que vous livrez. Si je peux rajouter de quoi, ce qu'on vous montre là, c'est pas juste changer vos façons de faire, vos pratiques, vos outils, c'est vraiment un changement de paradigme, une nouvelle façon de réfléchir à comment on gère notre portefeuille, comment on gère ce qu'on fait dans nos organisations.